Avec Gilles Trigna Résidence, Le Plus met en lumière celles et ceux qui bâtissent notre territoire. Bonsoir, bienvenue, le plateau du Plus, nous sommes mardi, le 30 septembre. Dans le Plus ce soir, une bande de Grenoblois atypiques qui nous régale chaque midi. Des looks vintage venus d'un autre temps. C'est le Plus qui démarre dans 3 minutes. Bonsoir Ayane, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est dans un café des Grands Boulevards que Laurence Ruffin, candidate désignée par les écologistes pour les prochaines élections municipales à Grenoble, avait choisi de s'adresser pour la première fois à la presse en tant que telle et pas en tant qu'ancienne dirigeante d'une société coopérative. Entourée de plusieurs élus de la ville, l'actuelle première adjointe, Isabelle Peters, l'adjointe en charge de la condition animale, Sandra Krief, ou encore Margot Belair, adjointe à l'urbanisme, un temps dans la course à la candidature. Laurence Ruffin, qui doit encore se faire connaître des Grenoblois, a tendu la main aux autres forces de gauche. Se dire qu'il y a des choses qu'on a envie de continuer. Je vous parlais de la question de la végétalisation massive, la question des chronovélos. Puis, quand je vous dis on a un changement de méthode sur la coopération, moi c'est ce que je veux incarner. Je pense qu'on doit changer à la fois avec les habitants qui, pour certaines parties, ne se sentent pas écoutés. Je dis pas, en tout cas, ça peut être un sentiment, donc de dire comment on fait avec eux. Moi, je suis à la fois fière de ce qui a été fait et en même temps consciente de ce qu'il y a devant nous et du fait qu'on doive écrire pour Grenoble, avec les Grenoblois et les Grenobloises, une nouvelle page, un nouvel élan qu'on est en train de fabriquer. On ouvre une nouvelle phase et ça se sent. On a plein de gens qui viennent nous voir en disant on fabrique l'union. Donc nous, on a fait des démarches à la fois locales et nationales avec les partis. Je pense que ça va faciliter les discussions avec les différents partis de gauche. En tout cas, elles sont en cours, ces discussions-là. Voilà, exactement, elles sont en cours. Et il y a une volonté commune sur un certain nombre de partis de faire de chaque côté. Maintenant, le chemin, on doit travailler les questions de fond pour voir si nos projets sont compatibles. Mais en tout cas, il y a une volonté commune d'avancer. Parmi les nombreuses listes qui vont tenter de décrocher la capitale des Alpes, Grenoble-Alpes Collectif, qui lance un plébiscite citoyen, un mécanisme inédit pour permettre à chaque habitant de proposer les personnes qu'il estime compétents pour être élu. Il faudra ensuite, bien sûr, que cette personne accepte d'être sur la liste. Si vous pensez à quelqu'un en particulier, je vous donne l'adresse, plébiscite.grenoblealpescollectif.fr. Je ne sais pas si Yann, tu as une idée ? Non, merci, je passe mon tour pour une future municipale. Je parlais pas de toi. Non, mais même dans mon entourage, je passe. Non, personne, non. Et pour comprendre comment la gauche s'éparpille façon puzzle à Grenoble, je vous laisse aller jeter un œil sur l'excellent papier de notre rédacteur en chef Thibault Leduc sur notre site internet télégrenoble.net à la rubrique Actualité. Il se faisait payer pour passer le permis de conduire à la place des candidats. Ah, ça peut t'intéresser. Un contrôle de police a mis au jour une fraude organisée autour du passage du permis de conduire à Grenoble. Les enquêteurs ont interpellé un ressortissant roumain de 23 ans alors qu'il se présentait à l'épreuve pratique muni d'une fausse carte d'identité. L'homme passait en réalité l'examen pour le compte de tiers. Lors de sa garde à vue, il a été retrouvé en possession de plusieurs cartes d'identité falsifiées portant sa photo mais sous des noms différents. La gérante de l'auto-école a également été interpellée. Elle aurait inscrit plusieurs candidats roumains sous de fausses identités, moyennant rémunération. Ils seront tous les deux présentés prochainement à un juge. Un peu plus de 20% des salariés pratiquent le télétravail dans les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ce qui ressort d'une enquête de l'INSEE réalisée entre 2023 et 2024. 3 télétravailleurs sur 5 sont des cadres, mais tous les emplois ne se prêtent pas à cette pratique. 34% des emplois dans la région sont compatibles. Ce n'est donc pas demain la veille qu'on pourra présenter le plus depuis notre canapé, Yann. Enfin, chacun le sien, évidemment, en tout bien, tout honneur. Mais tu sais, on fait du télétravail ici, finalement. Oui, effectivement, télé a de plusieurs sens. Je le sais, certains d'entre vous restent très attachés à leur bouteille de chartreuse, même finie. Mais pour faire un geste pour la planète, vous pourrez à partir de demain mercredi les rapporter aux caves à Voiron pour qu'elles y soient recyclées. Tout en vélo pourra aussi récupérer celle du centre-ville de Grenoble et des collectes seront organisées pour les restaurateurs et cafetiers. Chartreuse Diffusion se chargera ensuite de les laver, les désétiqueter, c'est dur à dire, les remplir à nouveau, les réétiqueter et les remettre en vente. C'est pour l'instant un test, mais l'objectif, c'est de pouvoir employer 10 000 bouteilles en un an. La question sera notamment de savoir si le lavage et le transport sont moins polluants que la fabrication d'une nouvelle bouteille.
Et puis la bouteille à moitié vide pour le FCG, selon nos confrères du Midi Olympique. L'homme idole, Nicolas Nadeau, entraîneur des trois quarts, aurait été mis à pied à titre conservatoire par le club grenoblois ce matin. Lors du match à Brive vendredi soir, perdu 24-21, le coach s'est montré verbalement assez virulent contre le médecin grenoblois après la pose d'agrafe sur le visage de Johannes Jonker, qui n'a pas pu revenir sur le terrain. Des mots un peu musclés ont été captés par le micro du diffuseur Canal+, y compris contre le manager Robin Weber, et le doc a transmis un rapport à la Ligue. Ligue qui, on le sait, a déjà mis plusieurs fois le FCG à l'amende ces dernières années. Le club a peut-être préféré prendre les devants. Dans la foulée, les joueurs qui entendaient protester contre la mise à pied de Nicolas Nadeau, qui sera entendu vendredi, ont refusé de s'entraîner ce matin. Ils évoquent même la possibilité de ne pas disputer la rencontre contre Provence Rugby vendredi, rencontre à laquelle Nadeau ne devrait pas participer. Eh ben, bonne ambiance du côté du FCG. On espère un match tout de même pour vendredi soir. Merci Marie. Retour de l'actu du plus dans 30 minutes. Déco 38, entreprise grenobloise familiale spécialisée dans l'aménagement, la rénovation et la décoration de vos intérieurs, vous présente la météo. Et demain matin, le ciel nuageux sur le nord-isère autour de Bourgoin, la Tour du Pin et Vienne. Dans le Grésivaudan, quelques voiles attendues du côté de Crolles et Goncelin. Déjà plus clair vers Voiron, Culin et Saint-Marcelin. Les températures seront fraîches, 12 à 13 degrés dans le nord et le Grésivaudan. Il fera 15 à Grenoble et Voiron, seulement 10 vers l'Alpe d'Huez. Ce qui personnellement me donne envie de mettre plutôt la musique des Beatles plutôt que celle de David Bowie. Mais pour autant, David Bowie, il en sera question dans quelques secondes, puisqu'on parlera mode. Je vous donne la tendance pour l'après-midi. Elle est là, elle est claire, elle est simple. Soleil pour tous, demain, partout, en Isère. On n'a pas le temps dans le plus, on condense tout, la musique des... Mixe, non mais c'est bien, moi j'aime bien. On la remettra tout à l'heure, la musique des Beatles, parce que voilà, je sais que Marie avait très envie de l'écouter. Météo de retour dans une petite demi-heure maintenant. Météo et actu à retrouver sur le site télégrenoble.net. Et puis premier invité ce soir, je le disais donc, de la mode pour deux aficionados du bon genre, du chic. Une tenue, c'est quand même pas mal, je trouve, pour cette rentrée. C'est une bonne chose. Tinka Kepner, c'est bien ça? Je l'ai bien dit? C'est bien ça. Notre première invitée, Tinka, c'est le conservatoire de la mode vintage. Alors pourquoi on reçoit Tinka ce soir? C'est parce que demain, c'est le coup d'envoi, demain, de la Fashion Week. Oh oui, mais ça n'a rien à voir avec moi. Parce que moi, il y a longtemps que ça se passe. Oui, mais en même temps, la mode est un éternel recommencement. Donc, il y a toujours des pièces, des influences que l'on retrouve sur les podiums d'année en année. Évidemment. Voironnaise d'adoption, passionnée venue d'ailleurs, journaliste polyglotte, amoureuse de la mode, un CV bien rempli, Tinka. Avant de parler de vintage, de mode vintage, je disais CV bien rempli. Et puis alors également un parcours de vie, des origines bien remplies avant de venir en Isère. Alors vous nous venez d'où, Tinka? Alors je suis austro-slovène, ce qui veut dire Slovénie, Autriche, un petit mélange, et puis passage par différentes capitales européennes avant d'atterrir à Voiron. Bon, presque qui est dans aussi une capitale de la Chartreuse déjà. Oui, exactement, et bientôt capitale de la mode vintage. On espère bien, on espère bien. C'est qu'on y est bien, c'est qu'on vit bien, et c'est qu'on se fringue bien alors à Voiron pour rester à Voiron. No comment. No comment. Ouais, c'est sympa pour les Voironnais qui n'ont rien ce soir. Non, Tinka a beaucoup d'humour. On a discuté un peu avec elle hors antenne. Oui, parcours de fou. Je disais journaliste, reporter. Comment on passe de journaliste, reporter à la mode? Oula, c'est un rêve d'enfant que je réalise à la faveur d'une pandémie. Et oui, après cela, après avoir pris une clause de conscience dans un grand groupe de médias, j'ai commencé on peut donner le nom du média ou pas du tout? La clause nous interdit de donner le nom. Non, mais c'est Monsieur Bolloré qui a racheté le groupe. Donc vous étiez une de nos consoeurs, vous étiez journaliste dans un des médias du groupe Bolloré. Voilà, j'étais journaliste pour plusieurs médias, Cuisine Actuelle, Femme Actuelle,
mais rien à voir avec la mode. Ouais. Voilà. Donc c'est vraiment un rêve d'enfant qui se réalise avec la Covid. Je commence à fureter sur Vinted, je trouve des petites pépites avec des marques, des noms de marques qui ne disent plus rien à personne. C'est-à-dire, il y avait par exemple une robe magnifique en soie qui s'appelait Pisanti. J'appelle des soi-disant spécialistes du vintage, des commissaires-priseurs. Les gens disent vaguement avoir entendu de cette marque, mais en fait, vide intersidéral. Et en tant que journaliste, j'aime raconter des histoires. J'ai tiré le fil et au bout de beaucoup de recherches, vraiment, ça m'a pris du temps, j'ai trouvé Madame Pisanti, je l'ai retrouvée là aujourd'hui, 90 ans, par exemple. Mais de là à en faire son métier, il y a quand même un pas. J'ai d'abord fait un livre qui s'appelle Le Guide des pépites vintage. Ah, mais je l'ai, ce guide. Il est là, regardez-le, je le montre à l'écran là en ce moment même. Je l'ai dans la main, ce guide. Bel ouvrage, donc du coup, on y découvre, alors clairement. C'est 150 marques françaises disparues des années 60 à 90. Ce sont que des marques de grande qualité, parce qu'il faut savoir qu'en France, il y avait des milliers de marques. Pratiquement toutes sont disparues aujourd'hui. Et moi, j'en ai sélectionné 150 avec ma co-autrice. Et le livre a été édité aux éditions Erol et est devenu, en 1 an et demi d'existence, une vraie référence pour les amateurs de vintage. Alors, ce que j'aime beaucoup dans l'ouvrage, c'est qu'on est vraiment sur le croquis, les planches à dessiner. Vous êtes accompagné d'une illustratrice, d'un bien illustrateur. sûr, c'était même une illustratrice mangaka chinoise qui nous a fait ça. Donc c'est un vrai melting pot. Très bon en tout cas. Vous vous souvenez de vos premiers coups de cœur quand vous êtes tombé dans cet univers du vintage? Enfant, parce que déjà enfant, j'adorais ça. Moi, j'avais une grand-tante slovène justement qui était costumographe. Elle faisait des... Ah oui. Tombé dans la marmite, vous finalement. Voilà, donc j'avais des vieux Vogue, et puis on n'avait pas beaucoup de sous, donc on s'habillait déjà à l'époque vintage. Je me rappelle avoir cousu du Benetton sur des trucs chinés parce que c'était la grande mode, donc mais on cousait les patchwork. Donc oui, mais on se mettait bien avant le truc. La classe. Bon, la mode finalement c'est un mode de vie là. Vous nous le démontrez depuis l'enfance. Ça, oui. Parce que ce pull que vous portez, alors celui-là, c'est une merveille. C'est made in Grenoble par un certain Didier Ronsard, une marque grenobloise disparue, inconnue au bataillon, qui faisait des pulls haute qualité en cachemire et en soie. Et vous l'avez trouvé où alors? Acheté sur Vinted, moyennant 5 €. D'accord, donc ça vaut le coup de fouiller aussi, ou encore chez notre amie Angèle qu'on a vue la semaine dernière. Tiens, on regarde les images en ce moment même, justement. Tiens, regarde Marie, la bonne époque, l'époque des années 80, c'était très, très vintage, on osait les couleurs dans tous les sens. Bon, c'est mon petit clin d'œil de ce soir, on parlera évidemment pas que de ça, mais la mode des années 80, ouais, j'adore. C'est une mode qui compte. Pour moi, pour vous, c'est une mode qui compte, qui revient. Ah bah oui, carrément. Alors c'est pas la mode qui est aujourd'hui le plus plébiscitée par les jeunes. Eux vont déjà vers les années 2000. Ouais, mais moi, j'adore. C'est toute mon enfance. Dans ce qu'on vend en ce moment à l'écran, il y a des choses à récupérer pour aujourd'hui? Bah oui, les petits hauts sans manches. Là, il y a des petits trucs strassés. Bien sûr, il y a 3 milliards de choses. Vous vous intéressez aux années 80, mais aussi aux années 70, 60. Au-delà, en deçà, c'est plus difficile de trouver des pièces intéressantes. Bien sûr, parce qu'on parle de l'essor du prêt-à-porter seulement au début des années 60. Alors, il y en a déjà très timidement dans les années 50, mais c'est vraiment pas massifié. Et donc, à partir de 60, il y a une explosion dans toute la France. C'est une mode jeune. On veut changer de plus en plus. C'est les 30 glorieuses. Il y a l'avènement du synthétique. Donc, les matières sont moins chères. On consomme. C'est pas encore la fast fashion, mais ça commence déjà à s'accélérer. C'est justement l'arrivée des matières synthétiques. Aujourd'hui, il y a encore des matières synthétiques, mais les matières synthétiques des années 60-70, elles sont encore assez solides. On peut en garder aujourd'hui, même si le soupul qui gratte... C'est terrible ça, le fameux soupul qui gratte, on est toutes les couleurs, rouge, bleu, vert, le tergal. Le tergal, je sais pas quoi, horrible. Polyester. Ah bah oui, il y avait beaucoup plus d'électricité statique là-dedans, parce que les procédés on le étaient passait moins... par la tête, on avait les cheveux. Voilà. Alors c'est très durable, les pièces vintage qui sont arrivées jusqu'à nous, c'est la preuve qu'ils étaient bien faits, puisqu'ils sont encore bien, mais les matières de l'époque étaient pas aussi techniques qu'aujourd'hui. C'était un patrimoine textile. Ah bah c'est oui, un patrimoine textile. Complètement, et surtout en France, il suffit de se baisser pour le trouver.
en Isère, il y en a plein qui sont aujourd'hui à faire renaître. Il y a, si vous voulez, je vous parle seulement des marques de Voiron. On va en parler, on va en parler dans quelques instants de ces marques. Justement, dans ce guide des pépites vintage, vous évoquez ces fameuses marques oubliées. Avant de citer ces fameuses marques, un petit peu une Indiana Jones du look, du chic. Comment vous avez fait pour retrouver toutes ces marques, pour revenir aux origines, pour des marques qui ont, pour certaines, disparu depuis de nombreuses années? Alors déjà Vinted, voilà, chiné partout, même à la ressourcerie de la Buisse, je trouve des vieilles choses qui ont une marque que personne ne connaît. Mais surtout, j'ai passé énormément de temps dans les archives à Paris, dans différentes bibliothèques. Et c'est là où je me suis farcie des kilomètres et des tonnes de vieux magazines. Et voilà, j'ai regardé, j'ai noté les noms. Et puis après, très simplement, on le met dans Vinted et après, on achète et on voit. Ces fameuses marques, c'est d'abord des hommes et des femmes derrière, des créateurs. Vous avez pu remonter à l'origine et vous avez quelques anecdotes un peu particulières sur ces marques iséroises que sont par exemple Lou, que sont par exemple Karting ou d'autres. Alors par exemple, je vais vous parler d'une autre marque voironnaise et de renage qui s'appelle Dennet Barry. Tout le monde a oublié cette marque qui était magnifique. On est quelle période, quelle année là? Années 60, fin 60, années 70. Alors c'était une merveille. J'ai une amie qui dans sa prime jeunesse portait du Dennet Barry et elle me disait c'est vraiment une marque précurseur. C'est du Cacharel avant Cacharel. Et voilà, ça c'est. Et on a retrouvé le fils des créateurs qui va bientôt à Paris nous ouvrir sa boîte à souvenirs. Et c'est ça qui est génial. C'est vraiment, non seulement on collectionne des pièces matérielles, mais aussi des témoignages immatériels. Vous êtes installé à Voiron. L'Isère, ça a peut-être un rôle particulier parce que finalement, on est au carrefour entre les soieries lyonnaises, beaucoup de tissage, etc. Et puis aussi vers Romans avec la chaussure. Donc en Isère, on retrouve un peu tout ça? Oui, bien sûr, parce que Voiron, c'était aussi la soie de Voiron, le chanvre, il y avait du velours. En fait, il y a les soyeux. Qui dit soyeux dit canut. Qui dit canut dit révolte au début du 19e siècle. Et pour trouver une main-d'œuvre plus docile, on s'était expatrié, délocalisé dans les campagnes autour de Voiron, en Isère, pour trouver de jeunes filles qu'on pouvait exploiter de manière plus simplement. Oui, d'ailleurs, oui, vous le disiez, il y a des révoltes industrielles qui ont commencé là. Quand vous regardez aujourd'hui les tendances, qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites que finalement, le vintage, ça revient tout le temps, donc ça a toujours une longueur d'avance. Donc finalement, c'est pas si vintage que ça, on est toujours in. Oui, bien sûr, mais surtout, ce qui se passe aujourd'hui, c'est les marques comme Shein et Temu qui pompent à fond le vestiaire du vintage et font passer ça pour presque du vintage. Parfois, c'est même vendu sur Vinted pour se faire passer comme du vrai faux. En fait, c'est du faux, mais ils vendent ça sur Vinted en ce moment. Mais ça, c'est de la fast fashion comme on l'aime pas, quoi. Exactement. Et en fait, sur papier ou sur un écran de téléphone, ça ne se voit pas la différence, mais c'est évident lorsque vous l'avez entre les mains. Bon, des déchets, justement, on va essayer de limiter les déchets. Vous restez avec nous, Tinka, on continue à parler de mode. L'ouvrage, il est ici, chinez votre garde-robe. On va essayer d'en savoir plus sur les looks, justement, dans quelques secondes. Sur ce conservatoire de la mode vintage, et on parlait de déchets à l'instant. Malheureusement, ces structures comme Shein aident beaucoup d'habitants de notre département à pouvoir s'habiller, entre guillemets, à pas cher. Il ne faut quand même pas revenir sur la situation. Mais ça crée beaucoup de déchets. Et dans les docks de Télé Grenoble, justement, on essaye de traiter les déchets de notre métro. Regardez. Oui, là, on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que nous faisons collectivement? Moi, j'aimerais que beaucoup de gens voient ça. Parce que chacun sa poubelle, tranquille, chez soi. Mais quand on arrive là et qu'on voit ce qui se passe en bout de chaîne, là, au bout de ce qui est ici, là, ça a 24 heures, 48 heures. Ça vient des poubelles des habitants. Le document est à retrouver sur Télé Grenoble et évidemment en replay sur télégrenoble.net. Vous le retrouvez demain à 17h sur notre chaîne Canal 30 de votre box préférée. On est de retour avec Tinka Kempner
Je commence à voir le l'accent tonique qui va bien. Tinka est avec nous aujourd'hui. Elle a décidé de sauver les marques françaises et les marques iséroises de préférence, disparues en créant un conservatoire de la mode vintage. Alors c'est quoi? C'est un musée, c'est une expérience, c'est un vintage physique où on peut faire des achats. Non, concrètement, c'est quoi ce conservatoire? C'est un lieu physique. Les archives se trouvent à Voiron, au sein du Centre des cultures du monde. Là-bas, on préserve plus de 500 pièces de marques françaises disparues. Et puis, nous faisons plein d'autres choses. On fait rayonner ces marques au travers de défilés. Voilà, comme vous voyez, ça, c'était à la Sucrière de Lyon, au marché de la mode vintage. Et puis, nous avons aussi fait une exposition avec le groupe Adéquation, avec les salariés en parcours insertion, avec la photographe Camille Berthet. Et voilà, ce sont des gens qui se trouvent à la table de tri tous les jours et on les a fait poser dans des pépites qu'ils ont trouvées eux-mêmes. Super. Et toutes ces pépites sont made in France. Après, nous avons plein d'autres actions. Elle est venue comment cette idée ce projet de lancer ce conservatoire? Parce que là, on met la barre très haute. On est OK, fan de mode, on aime chiner, mais de là à créer un conservatoire, c'est une très grosse responsabilité. Oui, c'est vrai. J'ai un petit grain de folie. J'ai fait ce bouquin, ce livre, et à la suite de là, vous voyez, ça c'est la librairie. Ça, c'était notre tout premier défilé à la librairie Colibri. Et ça a beaucoup plu à tout le monde, apparemment, et ça m'a donné l'idée de faire un vrai lieu. Et devenir un lieu de référence. Vous avez rassemblé des pièces fortes dans votre conservatoire, des pièces fortes du patrimoine isérois, on l'a un petit peu évoqué. Karting, Lou, des marques bien connues des Isérois qui malheureusement ont disparu aujourd'hui. Ah oui, carrément. Dans chaque défilé, on a du Lou, on a du Valisère, on a du karting, on a du Bennett Barry, comme je disais. Nous avons même à Noralp, c'était une très très belle marque. C'était un petit peu le Montclair, le deuxième Montclair. Bon, il a disparu, il vient d'être ressuscité. Puis là, on voit en ce moment une publicité, une archive pour. Alors, on se doute bien que c'est Lou. pas une doudoune. Oui. Voilà. Non, mais qui faisait partie des très belles entreprises de l'agglomération. C'est ça. Oui, voilà. Pour certains téléspectateurs, mais c'est vrai que c'était une très belle entreprise de la région. Oui, Lou qui a été fondée par les fondateurs de karting d'ailleurs. Avant d'avoir karting, en 72, Lou et André Faller avaient créé Lou. Mais après, karting... Et bien justement, karting, regardez, ça ressemblait à ça dans les années 70 à Grenoble. Brigitte Bardot qui met en avant une entreprise grenobloise dans une publicité, donc une archive publicitaire. Tout était fait en local, le produit était fait en local. Brigitte Bardot venait à nous. Le spot a même été réalisé par une agence de communication grenobloise. Donc on est sur du 100% grenoblois. Ouais, et je dirais même des Chirolles. Et Chirollois pour être précis, on rappelle que le site est à la limite des Chirolles et de Bresson. Voilà. Rappelez-vous de ce bâtiment qui a été détruit très tardivement, une friche industrielle qui est restée là pendant des années. Si vous allez du côté du Intermarché, à Bresson, c'était juste en face. Et monsieur et madame Faller avaient leur duplex, penthouse, etc., tout en haut. Voilà. Et je peux dire aussi, parce que ce pantalon, c'est un pantalon jolies fesses et ventre plat qui a vendu je ne sais plus de 100 000 exemplaires. Est-ce qu'on en trouve aujourd'hui? Et on en trouve sur Vinted. Oui, c'est assez recherché. Et ce qu'il faut dire aussi, en 70, une femme risque encore de se faire renvoyer de son travail. Quand elle porte cette tenue-là. Les pièces qui sont au conservatoire, parce que vous nous avez présenté des très jolies pièces, elles ne sont pas en vente. Non, pas du tout. Alors là, c'est vraiment dans un aspect patrimonial de conservation. Vous avez organisé récemment un défilé au musée dauphinois. Comment ça s'est passé? Très bien, sauf que ça manquait un tout petit peu de lumière parce que c'était dans les jardins. C'était la pénombre. Mais voilà, ici, vous voyez une pièce de Elsa Corelli que je salue parce que c'était une marque magnifique. Des années de 73 en 93, c'était une marque en cuir, luxe, avec un atelier dans le centre de... Ah, le pull, votre oui, ça, pull, c'est voilà le fameux pull. C'est le Tinka, celui-là. Ah ouais. Et là, c'était dans la chapelle baroque du musée dauphinois. Voilà. Il y a des Miss Excellence Rhône-Alpes qui sont venues pour défiler. Voilà. Ça taillait comment dans ces époques-là? Très un peu petit. petit. On a quand même appris. En fait, il faut
compter 2 tailles de moins. Si c'est du 42, c'est plutôt du 38 aujourd'hui. Donc on a appris un petit peu de carrure, on a grandi, enfin pas moi. C'était les années 70, c'est la fête du samedi soir. Tout était très 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 étriqué, il fallait avoir vraiment cette taille tube. Ouais. Vous organisez de prochains événements, vous avez parlé déjà des défilés que vous avez pu faire, il y en a d'autres? Oui. Alors la semaine prochaine, j'interviens à S-Mode, la grande école de mode. La semaine d'après, nous sommes à Paris pour la semaine de l'autre mode, où nous allons parler d'une autre superbe marque, Tricosa, c'est ma chouchoute de mon guide, avec du lurex, années 60, sublime. Et surtout un boutonnage très joli là, qui part... Et ce qui a petite histoire vraiment incroyable, parce que on a retrouvé le fils de la créatrice, et Monsieur Poker a racheté la marque, et il va la relancer. C'est extraordinaire. Voilà. Pour les prochains... Oui. Marque qui s'est arrêtée en quelle année? Marque qui s'est arrivée dans les années 80. 80 et là donc 40 ans plus tard, c'est reparti avec les pièces les pièces originales. Alors sûrement avec les modèles originaux, les standards. Oui, les grands standards de la marque. Voilà. Et on produit encore en France, c'est plus cher, mais ça revient. Bon, c'est quand j'entends tout ça que je me dis que j'aurais dû garder certaines pièces vintage à la maison. J'aurais peut-être pu, déjà avoir un look certain et peut-être même faire de bonnes affaires sur Internet. Moi, j'avais le Waikiki, ça compte, le t-shirt Waikiki des années 90. Ça commence à arriver parce que ce qu'il y a, c'est qu'il faut un peu reculer. En fait, dans 10 ans, ça sera bien ton t-shirt. Mais moi, c'était une blague. Mais sérieusement, si je sors un t-shirt Waikiki, ça va revenir. Mais oui. Poivre blanc, Waikiki, tout ça, ça va. Tu peux ressortir le kawaii alors de l'époque. Moi, j'avais un kawaii vert, violet, rose. Ah bah ça, c'est à fond. Donc on a certainement des pépites qui traînent à la maison. Mais oui, il faut faire pas ce peigne fin. Faut rien jeter en fait. Non. Une maison énorme. Non mais c'est comme on dit à Télé Grenoble, rien ne se jette, tout se recycle de toute façon. Voilà, c'est ça. Alors justement, la mode vintage, c'est aussi une façon de consommer plus écologique pour lutter contre la fast fashion dont on parlait tout à l'heure. On valorise l'existant. Oui, d'ailleurs, on fait aussi des ateliers de sensibilisation pour les collèges-lycées. Bientôt, ça va démarrer, j'espère, dans le pays voironnais. Donc, l'idée, c'est non seulement de taper sur la fast fashion. Alors, le truc punitif, un peu, ça a ses limites. Surtout avec les jeunes, ça ne va pas marcher. Voilà, ce qui marche, c'est de donner envie. On veut anoblir le vintage, les amener même dans les ressourceries pour qu'eux-mêmes apprennent à trouver des pépites. Mais alors justement, comment on fait la différence entre une pépite pourrie et une super pépite? Pas des pépites pourries. Non, mais en fait, ce qu'on a mis en place, c'est un jeu. Ça s'appelle la malle au trésor. On a plein de pièces fast fashion dans lesquelles on glisse dans cette malle des pépites. Et après, aux gens de faire le tri. Très souvent, ils se trompent parce qu'il y a des imitations. Et puis, on commande pourquoi ils se sont trompés. Et puis, voilà. Et vous sentez justement un engouement particulier pour les jeunes Pardon ? Vous sentez un engouement particulier pour les jeunes, pour cette mode plus responsable ? Complètement, oui. Et c'est d'ailleurs le critère écologique qui prime pas mal aussi. Mais à partir du lycée seulement. Bon, on imagine qu'un projet comme ça demande du soutien financier. Oui, alors, les collectivités vous accompagnent, des entreprises vous accompagnent. Alors, c'est en cours. Pour l'instant, c'est vraiment beaucoup de bénévolat, mais on a des gens de toute la France qui nous accompagnent et qui nous aident, qui nous appellent. Le projet nous passionne, on veut vous aider. Donc, pour l'instant, on est associatif, mais on va aller gratter aux portes des entreprises grenobloises. Ils nous regardent ce soir, profitez-en. Regardez, la caméra est juste là en face de vous si vous avez un message à passer. Le projet a vraiment énormément de potentiel et bientôt on viendra à Voiron, non seulement pour la chartreuse et le chocolat, et pour la capitale de la mode. Pour le conservatoire. Conservatoire de la mode vintage, donc qui se trouve à Voiron. On peut donner l'adresse ? Alors, c'est au Centre des Cultures du Monde. Si je me rappelle bien, c'est au 35 avenue de Pavio. Eh ben voilà, avenue de Pavio. Allez y faire un tour ce week-end. Ouvert ce week-end d'ailleurs Sur demande. On y fait des causeries vintage où, le soir, et on vous apprend à trier le bon grain de livret. Bon, allez partager un moment en famille, avec toute la famille. On fait un geste pour la planète. On partage des souvenirs avec les enfants. On se remémore les tenues de notre époque lorsqu'on était gamin. C'est du côté de Voiron, conservatoire de la mode vintage. Et puis je rappelle le livre Chinez votre garde-robe, guide des pépites vintage. Et il y a plein de photos à l'intérieur de croquis. J'aurais pu montrer également tout ce que vous nous avez ramené, tous ces croquis, toutes ces brochures des années 80 et des années 70. Il y a des kartings,
karting des années 70. Enfin, vous retrouverez tout ça et plus encore dans ce guide. Il est disponible. Merci Tinka. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Le Plus continue ce soir. Première saison du Plus. Nous sommes mardi, le 30 septembre. Météo dans une poignée de secondes. Et puis notre deuxième invité, vous allez voir un personnage, une personnalité totalement atypique et qui fait du bien à nos estomacs chaque midi à Grenoble. Et on débute, une fois n'est pas coutume, par du sport, ou presque, selon nos confrères du Midi Olympique. Le middle Nicolas Nadeau, entraîneur des 3/4 du FCG, aurait été mis à pied à titre conservatoire par le club grenoblois ce matin. Lors du match à Brive, vendredi soir, perdu 24-21, le coach s'est montré verbalement assez virulent contre le médecin grenoblois. Après la pose d'agrafe sur le visage de Johannes Jonker, qui n'a pas pu revenir sur le terrain, des mots un peu musclés ont été captés par le micro du diffuseur Canal+, y compris contre le manager, Robin Hubert, et le doc a transmis un rapport à la Ligue qui, on le sait, a déjà mis plusieurs fois le FCG à l'amende ces dernières années. Le club a peut-être préféré prendre les devants. Dans la foulée, les joueurs qui entendaient protester contre la mise à pied de Nicolas Nadeau, qui sera entendu vendredi, ont refusé de s'entraîner ce matin. Ils évoquent même la possibilité de ne pas jouer vendredi soir contre Provence Rugby. Vendredi, Nicolas Nadeau sera entendu par le club, mais pas sûr qu'il soit au bord de la pelouse. C'est dans un café des Grands Boulevards que Laurence Ruffin, candidate désignée par les écologistes pour les prochaines élections municipales à Grenoble, avait choisi de s'adresser pour la première fois à la presse. En tant que telle, pas en tant qu'ancienne dirigeante d'une société coopérative, Alma, entourée de plusieurs élus de la ville, l'actuelle première adjointe, Isabelle Peters, l'adjointe en charge de la condition animale, Sandra Krief, ou encore Margot Beller, adjointe à l'urbanisme, un temps dans la course à la candidature. Laurence Ruffin, qui doit encore se faire connaître des Grenoblois, a tendu la main aux autres forces de gauche. Se dire qu'il y a des choses qu'on a envie de continuer. Je vous parlais de la question de la végétalisation massive, la question des chronovélos. Puis, quand je vous dis on a un changement de méthode sur la coopération, moi c'est ce que je veux incarner. Je pense qu'on doit changer à la fois avec les habitants qui, pour certaines parties, ne se sentent pas écoutés. Je dis pas, en tout cas, ça peut être un sentiment, donc de dire comment on fait avec eux. Moi, je suis à la fois fière de ce qui a été fait et en même temps consciente de ce qu'il y a devant nous et du fait qu'on doive écrire pour Grenoble, avec les Grenoblois et les Grenobloises, une nouvelle page, un nouvel élan qu'on est en train de fabriquer. Et on ouvre une nouvelle phase et ça se sent. C'est-à-dire, on a plein de gens qui viennent nous voir en disant on fabrique l'union. Donc nous, on a fait des démarches à la fois locales et nationales avec les partis. Je pense que ça va faciliter les discussions avec les différents partis de gauche. En tout cas, elles sont en cours, ces discussions-là. Voilà, exactement, elles sont en cours. Et il y a une volonté commune sur un certain nombre de partis de faire de chaque côté. Maintenant, le chemin, on doit travailler les questions de fond pour voir si nos projets sont compatibles. Mais en tout cas, il y a une volonté commune d'avancer. Parmi les nombreuses listes qui vont tenter de décrocher la capitale des Alpes, Grenoble-Alpes Collectif, qui lance un plébiscite citoyen, un mécanisme inédit pour permettre à chaque habitant de proposer les personnes qu'il estime compétentes pour être élu. Il faudra ensuite, bien sûr, que cette personne accepte d'être sur la liste. Si vous pensez à quelqu'un en particulier, je vous donne l'adresse plébiscite.grenoble-alpescollectif.fr. Est-ce que Yann, tu as réfléchi depuis tout à l'heure? Mais moi, alors, pour tout vous dire, on en a parlé en antenne. Je crois que Marie a très envie d'y aller, donc allez l'inscrire. Ah mais je veux pas te laisser tout seul. Non, alors on ira deux alors. Et pour comprendre comment la gauche s'éparpille façon puzzle à Grenoble, je vous laisse aller jeter un œil sur l'excellent papier de notre rédacteur en chef Thibault Leduc qu'on embrasse. C'est sur notre site internet télégrenoble.net à la rubrique Actualité. Il se faisait payer pour passer le permis de conduire à la place des candidats. Un contrôle de police a mis au jour une fraude organisée autour du passage du permis de conduire à Grenoble. Les enquêteurs ont interpellé un ressortissant roumain de 23 ans alors qu'il se présentait à l'épreuve pratique muni d'une fausse carte d'identité. L'homme a passé en réalité l'examen pour le compte de tiers. Lors de sa garde à vue, il a été retrouvé en possession de plusieurs cartes d'identité falsifiées, portant sa photo mais sous des noms différents. La gérante de l'auto-école a également été interpellée. Elle aurait inscrit plusieurs candidats roumains sous de fausses identités moyennant rémunération. Ils seront présentés prochainement à un juge. Un peu plus de 20% des salariés pratiquent le télétravail dans les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ce qui ressort d'une enquête de l'INSEE réalisée entre 2023 et 2024. 3 télétravailleurs sur 5 sont des cadres, mais tous les emplois ne se prêtent pas à cette pratique. 34% des emplois dans la région sont compatibles. C'est donc pas de mal à veille qu'on pourra présenter le plus depuis notre canapé, Yann. Tu sais pas dit, hein, pas sûr. Faut le faire.
Je le sais, certains d'entre vous restent très attachés à leur bouteille de chartreuse, même finie, comme abat-jour par exemple. Mais pour faire un geste pour la planète, vous pourrez aussi partir de demain, mercredi, les rapporter aux caves à Voiron pour qu'elles y soient recyclées. Tout en vélo pourra aussi récupérer celle du centre-ville de Grenoble. Des collectes seront organisées pour les restaurateurs et cafetiers. Chartreuse Diffusion se chargera ensuite de laver, désinfecter, les remplir à nouveau, les réinfecter et les remettre en vente. C'est pour l'instant un test, mais l'objectif est de pouvoir réemployer 10 000 bouteilles en un an. La question sera notamment de savoir si le lavage et le transport sont moins polluants que la fabrication d'une nouvelle bouteille. En tout cas, s'il faut les vider en restant à la maison, évidemment, parce que je n'ai pas le permis auto, c'est avec grand plaisir. Merci Marie. Alors, sujet à partager évidemment dans les internets, sur les réseaux, sur WhatsApp, où vous faites partager merci. Je crois l'un des meilleurs sujets depuis le début du Plus, sur donc la réutilisation des bouteilles de chartreuse, télégrenoble.net et l'actu tout au long de la journée sur notre site internet. GEG, producteur et fournisseur d'énergie verte partout en France, vous présente la météo. Pour demain ? Allez, demain matin, ciel nuageux sur le Nord-Isère, autour de Bourgoin, la Tour du Pin ou encore Vienne, dans le Grésivaudan. Quelques voiles attendues du côté de Creux-les-Goncelins, mais déjà plus clair. À Voiron, Culin et Saint-Marcelin, la tendance, je vous la montre, elle est simple, elle est là. Le retour du soleil, il est là, 12 à 13 degrés dans le Nord et le Grésivaudan, 15 à Grenoble et Voiron, mais une très belle après-midi donc ensoleillée qui nous attend. Et ça c'est que la bonne nouvelle pour demain. Température maxi de l'après-midi, tu les veux ? 17 degrés à Grenoble, je parie. Exactement. Et il fera tout de même, plus chaud. À Voiron, on y retourne justement. 19 demain après-midi sur Voiron. Et dans l'ensemble, je le disais, donc une très belle journée en Isère. Le plus à la maison en télétravaillant peut-être, si vous nous regardez en replay, tranquille sur le canapé. On est peut-être même déjà jeudi, voire samedi, voire comme vous voulez finalement. Télégrenoble.net, toutes les émissions à retrouver en replay. Nouvelle invitée, Marie, j'adore son engagement. J'adore son aventure. Tu peux peut-être nous la présenter ? Bien sûr, on reçoit à présent Muriel Sigaud. Bonsoir Muriel. Bonsoir. Vous êtes responsable de l'Atypique, un restaurant, mais pas que, on va le voir dans quelques instants. Il y a un an, vous avez lancé un appel relayé par de nombreux médias pour sauver l'Atypique, une campagne de dons qui a très bien fonctionné, puisque ça a marché. Avant d'y revenir, est-ce que vous pouvez donc nous présenter Atypique ? C'est ce restaurant qui est situé 10 place Edmond-Arnaud à Grenoble, en face du théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Alors ce restaurant, c'est un restaurant inclusif pour permettre à des personnes autistes d'avoir une place dans la cité, notamment dans le cadre du travail, et là la restauration en l'occurrence. On voit les images justement à l'antenne. Donc quel quartier ? On peut rappeler peut-être le quartier ? Donc c'est le quartier Almatret-Cloître Chenoise. Donc c'est un quartier qui est dans le centre-ville, mais en périphérie quand même. Voilà. Ouvert tous les jours ? Donc ouvert du lundi au vendredi, ouais. Le midi essentiellement. Ensuite on peut aussi ouvrir sur privatisation le soir et sur d'autres temps. Ça donne faim, là, je vois les images en même temps. Ça donne faim à beaucoup de Grenoble. Il y a beaucoup de monde dans votre établissement. Il faut réserver, hein. On invite à réserver sa table. Il faut réserver, puisque surtout là, maintenant que l'hiver arrive, on est confiné dans notre local. Il n'y a plus la terrasse comme au beau jour qui est... Oui, mais ça permet de passer un bon moment quand même. Voilà. Avec une équipe sympathique, avec une cuisine alléchante. Moi, j'ai vu deux, trois plats à passer à l'antenne. On n'est pas très loin. Ouais, on est en best-of le vendredi. Je crois qu'on va venir vendre. Oh là là, donc les petites frites bistrot, j'adore. L'Atypique, le restaurant donc du côté d'Alma, ça existe depuis combien de temps maintenant ? Donc on a ouvert ce café-restaurant en 2013, en septembre 2013. Wow. Donc on a 12 ans d'existence, avec des hauts et des bas. Mais oui, mais 12 ans d'existence pour un restaurant, on peut dire que vous êtes vraiment installé. Tout à fait. Et on ne bouge pas, donc on est dans un quartier qui n'est pas forcément aussi le plus simple, mais en fait ça fonctionne bien, les gens viennent parce que c'est bon et parce qu'il y a une valeur ajoutée quand même qui est de permettre à ces personnes
d'avoir un travail en Oui, milieu ordinaire. Exactement. Et on sait que ça La passe par le travail, de sensibilisation. toute façon, l'inclusion, quoi qu'il advienne. Ça fait partie des piliers de la Ça fait société. partie des piliers, bien sûr. Alors, cette histoire, pouvez-vous nous la raconter? Comment est né le restaurant L'Atypique? Donc, le restaurant L'Atypique, il est né sur l'initiative d'une maman. D'accord. À la base, l'association est née comme ça, qui est un jeune autiste non-verbal. Donc on s'est agrégé entre parents qui étions dans la même situation, des enfants qui ont été accompagnés dans leur parcours de tout petit, pour ceux qui ont eu des diagnostics précoces, et qui arrivaient donc jeunes adultes et adultes, en fait, sortis d'un système et d'un accompagnement. Peu de perspectives d'avenir en milieu ordinaire notamment. Donc je ne dis pas que toutes les personnes autistes relèvent du milieu ordinaire, mais voilà, ce qu'on avait autour de nous, en fait, ce qu'on nous proposait en termes d'activité de travail, correspondait pas. Donc on a décidé de monter. Je peux vous couper, bien Muriel. sûr. Quel type de poste on peut proposer à un jeune autiste? Vous me dites des emplois qui convenaient pas. Un type de poste. Après, on a des profils très très variés. Voilà. Vous avez pointé du doigt des difficultés. Vous trouvez que les entreprises ne jouent pas assez, peut-être pas assez le jeu? Il y a du potentiel dans certains domaines. On a beaucoup, par exemple, des ingénieurs ou en informatique, des autistes qu'on appelle de très haut niveau, donc qui ont des compétences en fait très pointues sur un sujet. Puisqu'il y a une histoire d'intérêt restreint. Donc, quand ils développent un intérêt pour quelque chose, il n'y a rien qui passe à côté. C'est pointu. Après, toutes les personnes autistes ne sont pas des génies. Voilà, chacun peut avoir en fait des intérêts. Là, les personnes qu'on a, on va dire qu'elles ont été amenées, comme certaines personnes qui travaillent dans la restauration, par défaut sur cette voie-là. L'intérêt pour nous en tant que structure, c'est que ça permet de la mixité sociale, ça permet une sensibilisation du grand public à ce qu'est l'autisme ou ce que peut être l'autiste. Voilà, on est sur un spectre large. Voilà, donc c'est ce qui est intéressant pour les personnes aussi de sortir d'un isolement où elles se retrouvent souvent confinées parce que c'est compliqué pour elles de communiquer. C'est une vraie communauté qui s'est mise en place finalement dans votre restaurant. C'est d'abord une communauté finalement. C'est aussi une communauté et c'est vrai que c'est important d'avoir ce type de communauté pour que les personnes elles trouvent des pairs, qu'elles les échangent. Donc le restaurant est né en 2013 et on a créé aussi en 2019 une autre association qui s'appelle c'est un dispositif qui est financé par l'ARS, le groupe d'entraide mutuelle. Donc là pour les personnes qui ne souhaitent pas forcément travailler ou qui ne se sentent pas dans à un moment de leur vie, ils peuvent aussi développer eux-mêmes en autodétermination des activités, des sorties, des choses de faire ensemble. Comment les jeunes autistes peuvent arriver à l'Atypique dans leur parcours? Ça se passe comment? Alors, il y a plusieurs biais. Donc, on commence quand même à être un petit peu repéré sur la scène grenobloise, que ce soit par les professionnels ou de la santé, ou les structures aussi qui sont dans le médico-social, où les écoles, elles accompagnent, elles ont de plus en plus de jeunes qui rentrent. Et, en fait, donc c'est soit des structures qui les accompagnent dans leur parcours médico-social, soit c'est les écoles, collégiens, lycéens. Bon, il y a une grosse demande en tout cas. Et puis après, les particuliers nous ont repérés aussi. Quand on est parent d'un enfant ou d'un jeune autiste, en fait, on connaît un petit peu le réseau. Le réseau qui existe, qui peut accompagner. Parce que c'est pas... Je propose à présent d'écouter Hugues, qu'on a rencontré au restaurant L'Atypique. Je suis là depuis 2018 jusqu'à 2024. J'ai commencé très tôt, j'ai fait un stage, j'ai fait une alternance de 2 ans, j'ai fait pas mal de contrats aidés. Ça me plaît toujours, il y a toujours une bonne ambiance, on est une bonne équipe, on tourne bien, on essaie de faire en sorte de pouvoir se parler.
Alors, Ça, c'était Hugues alors. Ouais, c'est Hugues. C'est Hugues qui est là depuis très longtemps. C'est la mascotte, j'ai l'impression. Je vais dire ça comme ça, il s'éclate en fait sur ce poste-là et il a toute sa place. Et passer en salle, c'est pas toujours évident pour des personnes autistes. C'est pas la première étape que vous leur proposez, sans doute. Oui, mais paradoxalement, ils sont plus à l'aise en salle qu'en cuisine, par exemple. Hugues, il a commencé sur un poste de commis et puis un peu au service, c'était agent polyvalent de restauration. Et une petite difficulté psychomotrice, donc voilà. C'était pas son truc. Et puis, finalement, il a créé son environnement en salle. Ouais. Il a créé un environnement en salle, finalement, ils s'y sentent très à l'aise. Oui, et paradoxalement, en fait, les personnes autistes, on dit qu'elles ne communiquent pas, mais en fait, elles ne communiquent pas de la même façon, mais elles sont dans la communication. Elles ont besoin d'échanger comme tout un chacun. Bon, on le sait, le restaurant est bon, très très bon. Nous, on va très très vite aller goûter les plats du restaurant L'Atypique, aller à la rencontre de Hugues. Et Alexandre Martinez de la rédaction de Télé Grenoble est allé à la rencontre des clients et à mon avis des plats. Je le connais bien comme ça. Regardez. J'ai une amie qui était à la création de ce restaurant et qui avait un fils atteint d'un trouble autistique. C'est comme ça que j'ai été sensibilisée à ce lieu. Quand je viens, eh bien, j'aime vraiment donner rendez-vous à des amis parce que d'abord c'est très bon, le coin est agréable, l'ambiance est conviviale et puis c'est aussi un petit coup de pouce aux personnes qui y travaillent. Nous sommes un groupe d'agents en formation. Je ne connaissais pas ce restaurant avant, donc c'est des collègues qui m'ont présenté. Et donc je trouve cet endroit très agréable, on est bien reçus. Il y a donc un plat végétarien et un plat de viande. Donc on change, c'est toujours très bon. J'habite dans le quartier et je passe très souvent devant le restaurant, donc j'essaie toujours de regarder ce qu'ils font. Et souvent, je craque et je m'arrête. Très bon, très simple. Comme c'est d'habitude, je dois dire, je ne suis pas étonnée. L'assiette est bien vide. Oui, voilà. Bon, en tout cas, ça me va, moi qui essaie de faire attention, ça m'a l'air light les repas, je vais venir Muriel. Le prix du menu, c'est important dans un restaurant, la carte, il y a un prix moyen, j'imagine, pour les repas du midi, où on a des professionnels qui encadrent ça peut-être, entre le ticket resto, le petit budget personnel. Donc on est entre 14,50 et 16,50. Le plat végétarien est toujours à 14,50, quel qu'il soit. Après, on a quand même une politique aussi pour des populations qui n'ont pas accès au restaurant de façon... voilà, avec un prix adhérent. Sur le plat végétarien, c'est aussi une façon pour nous de militer aussi pour une alimentation qui soit plus respectueuse de nos enjeux climatiques du moment. Et donc, voilà, c'est un prix adhérent que je ne dirais pas là, sur le plat végétarien tous les jours. Et donc, on a aussi des habitués du quartier ou des alentours qui peuvent accéder au restaurant. Et je dis juste aussi, donc on essaye, enfin tous les légumes sont locaux, les légumes et les fruits, et sont bio. Donc c'est important aussi pour nous d'avoir de la qualité dans les assiettes et du frais. Alors aujourd'hui tout va bien, mais l'an dernier c'était un peu la cata. Vous avez lancé un appel aux dons. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous en étiez où? Du coup, donc avant le fameux Covid et la fermeture des restaurants, pendant laquelle d'ailleurs on est resté un petit peu ouvert pour nos usagers, pour lesquels c'était important. On est arrivé à peu près à l'équilibre. Voilà, quand on monte un restaurant, il faut le temps de trouver sa clientèle. Et après le Covid, en fait, les habitudes de la clientèle ont changé. Les bénévoles, on en a eu un peu moins, donc voilà. Je me suis retrouvée, en l'occurrence. Vous avez perdu des bénévoles post-Covid, vous avez vraiment perdu des bénévoles? Oui. Il y a eu des habitudes qui ont changé de fonctionnement, d'investissement. D'investissement personnel. Voilà. Et par ailleurs, il faut aller solliciter les gens. Et donc, moi, j'étais un petit peu aussi... un peu sous l'eau, voilà, merci. Et du coup, pendant 2 années, en fait, on n'a pas retrouvé le niveau de fréquentation qu'on avait avant Covid. On n'a peut-être pas assez communiqué. Puis à un moment donné, on a dit, bon là, on mange la trésorerie. Et à un moment donné, ça passera plus.
il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis ce lieu, effectivement, il est apprécié. Nous, on sait qu'il sert à quelque chose et comment. Et du coup, on a décidé de lancer cette campagne. Il faut sauver l'atypique pour remonter notre niveau de fréquentation, remplir notre salle. Et puis aller chercher aussi un soutien financier. Ça a bien fonctionné. Et ça a fonctionné d'une façon très belle pour nous, très encourageante. Parce qu'on avait oublié de communiquer, donc forcément on avait moins de retours aussi des gens, mais qui sont venus nous trouver en nous disant « Ouh là là, il ne faut pas que ça ferme, c'est important, et dans le quartier, et pour les personnes TSA ». Pour différentes raisons. Retour de la clientèle dans le restaurant, ça c'est la bonne nouvelle. Donc, des entreprises qui vous ont aidé ici aussi, je crois que la Fondation Orange a participé. Donc, la Fondation Orange aussi est venue nous trouver et nous avait déjà aidé à l'ouverture sur l'investissement de notre cuisine. Et donc ils sont venus nous trouver en nous disant il faut qu'on vous donne le coup de pouce pour vous aider. Donc voilà, ils nous ont aidés grandement. Donc on les salue, on les remercie ce soir. On les remercie ce soir, en tout cas de la part de tous les, voilà. tout le personnel et tous les collaborateurs du restaurant. Ils ont relancé donc, des salariés d'Orange via un challenge, une nouvelle enveloppe qu'ils nous ont remise vendredi dernier. Et la suite pour l'atypique, c'est quoi? La suite pour l'atypique, c'est quand même d'avancer en modifiant un petit peu notre modèle économique. Ça, on le sait depuis longtemps. On ne peut pas accompagner des personnes TSA en étant ouvert sur une restauration que le midi et avoir les moyens corrects pour accompagner beaucoup de personnes et surtout bien. Donc là, c'est un petit peu informel, c'est très familial. À terme, si on veut que ça perdure, en fait, il faut changer le modèle économique, il faut avoir les moyens de l'accompagnement. Donc l'idée, c'est de se transformer en entreprise adaptée. Ça demande vraiment un changement d'échelle aussi pour notre structure. Donc, on va s'agrandir au niveau des locaux. On est en train de travailler sur le modèle. Ce n'est pas encore fait, mais c'est vraiment le projet. Et du coup, on aura les heures pour accompagner les personnes, pour mettre en place les outils qui sont nécessaires pour l'accompagnement des personnes. Bon, et bien la première action à faire pour aider le restaurant L'Atypique, quartier d'Almas, c'est d'aller tout simplement réserver votre table pour demain midi, entre collègues, avec les enfants. Allez y faire un tour. Merci Muriel. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous et on viendra toute l'équipe. Oui. Voilà, on emmènera Lucille qui est avec nous, qui ne résiste à aucune table de la région. Merci d'être là. Ça va, Lucie? Très bien, très bon projet. Merci, qui est venu avec un petit thé, un petit café. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, on a ma petite tisane sur mesure, la tisane zen de l'automne. C'est BD alors? Car, oui, là vous pouvez y aller, les yeux fermés, allez-y. Et car vous le savez, ma commère... Tu te souviens, à l'école, il vous faut purger avec 4 grains d'élébore. J'étais pas née à cette époque-là. Disait le lièvre à la tortue. Surtout pas, l'élébore, c'est toxique, surtout l'élébore noir. Et on s'en servait jadis pour soigner la démence. On n'en a pas besoin, bien sûr. Alors, pourquoi tu nous parles de tisane aujourd'hui? Extra Lucille. Oui, eh bien parce que justement, je te parle de graines d'élébore. Donc, c'était voilà, Stéphane Rossi, il connaît tout sur les plantes. Il est herboriste, il dépoussière un vieux métier qui n'est plus certifié depuis 1941. Donc, à l'heure où beaucoup se tournent vers des méthodes beaucoup plus douces pour leur équilibre, j'ai voulu faire la lumière avec lui sur l'usage des plantes. Autant d'effets. Alors chacun peut le lire comme il veut. C'est vrai que les plantes, elles font beaucoup d'effets, mais si elles sont mal dosées, on peut voir beaucoup de petites fées, Stéphane. Hein. Oui, alors pas avec toutes, hein, ça marche pas tout le temps, mais effectivement, ça peut être un des risques. Ça, c'est de la rose? Oui, c'est les pétales de rose. Donc ça, c'est une des matières, je dirais, moi, que je préfère travailler. Parce que c'est coloré, parce que c'est odorant, puis ça a plein de vertus et beaucoup d'imaginaire aussi. Ça parle tout de suite aux gens. La camomille matricaire, c'est une camomille qui a un goût et une odeur d'ananas. J'adore ça. Celle-là, tu peux en mettre une quinzaine de grammes, ça sera la base du mélange. Oh, tu peux y aller, Attends, je cherche le goût d'ananas là, attends, bouge pas. Moi je l'ai pas à l'odeur, mais je l'ai plutôt sur le bout de la langue. Ah, moi je trouve qu'elle J'ai pas le palais développé. Elle sent pas les petites tisanes qu'on peut trouver de camomille. Ah bah c'est pas la Carrefour Market, hein, clairement. Non, ça c'est sûr. C'est sûr, on est aux petits oignons, toujours chez Stéphane. C'est c'est au 21 cours Beria à Grenoble. Il saura vous guider. Vous pouvez aussi préparer vos petits tisanes maison. Oui, je vois maintenant 21 cours Beria. Oui, exactement. Oui, je vois effectivement.
Je m'arrêterai, c'est très beau. C'est vert, hein, Très, comme très beau. la petite fée verte qui faisait voir beaucoup de fées aussi à l'époque. J'irai. Exactement, il connaît tout sur toutes les plantes, Stéphane, il saura vous guider. Vous pouvez aussi vous inscrire d'ailleurs pour faire des ateliers. Ouais, c'est bon, hein. C'est très doux. Des ateliers huile essentielle ou tisane. Ça va nous détendre, sur ça. mesure. Surtout pour moi, j'ai besoin de J'espère redescendre bien. un petit Ça, peu. c'est faire des- l'anti-stress. des C'est huiles l'anti-stress. essentielles. Elle est bonne, hein? C'est très bon, c'est à Ouais. découvrir dans Extra Lucille. Oui, on l'a les préparé. émissions, toutes les émissions sur le site internet, comme d'habitude. Et puis prochain rendez-vous, prochaine diffusion pour Extra Lucille. On a les dates, on a le programme. C'est toujours la première, c'est le mardi à 18h55. Sinon, c'est au petit bonheur la chance si vous tombez dessus, entre autres programmes de Télé Grenoble sur votre antenne. Vous les trouvez sur notre site internet. On a pas mal de petites surprises en préparation. Bon, bah écoute, si c'est pour goûter autre chose, tu reviens quand tu veux. Ah bah, pas Voilà. de problème, pas de problème. Et merci Stéphane, je suis sûre qu'on le retrouvera d'ailleurs prochainement sur le plateau. C'est notre Bah, herboriste t'inquiète, hein. attitré. Dès que l'automne et l'hiver arrivent, il y a les bobos, il y a les microbes. Nous, on fait appel à Stéphane. Merci Lucille. Merci, Extra Yann. Lucille, Merci, télégrenoble.net. Vous retrouvez évidemment cette émission en replay sur notre site internet. Puis moi, je vais finir ma petite tisane de mon herboriste grenoblois. À demain, À Marie. demain, Yann. Oui, Mamie Marie et Papy Yann. Allez, à demain tout le monde. Yeah, baby, I got dreams, want the world